J'évite de vous reposer la question, j'avais bien compris tout à l'heure. Donc alors, Damien Boyer, donc je suis DesignOps Manager chez PayFit. Et donc je vais vous parler de comment on crée et développe une pratique DesignOps. Vous savez de quoi on parle, mais vous n'êtes pas encore DesignOps. DesignOps, ça peut vous concerner si vous êtes dans une équipe design avec pas mal de monde dans l'équipe. Je vais vous donner quelques tips. Donc, je fais du design depuis une quinzaine d'années. Je travaille depuis 2 ans chez PayFit. Et j'ai une expérience plutôt en agence et donc pour le gouvernement chez Betagoo. PayFit, c'est une solution RH qui permet de gérer votre paye. Et c'est pas mal d'outils aussi RH, comme la gestion aussi des congés et des outils de ressources humaines. On existe depuis 2015 et aujourd'hui, on est à peu près 900 dans l'entreprise. Hop. L'équipe design chez PayFit, c'est 35 personnes aujourd'hui. Donc l'équipe est constituée, je me retire des slides. L'équipe est constituée de product designers, de brand designers, content designers. On a une équipe user research et une personne qui s'occupe du service design et également le design ops. On est une équipe de 2 personnes, donc à partir de 2, ça fait une équipe, et une research ops en plus qui s'occupe de toute la partie research. La petite particularité de PayFit, c'est qu'on a une politique depuis 2 ans à peu près de Works from Anywhere. Donc on peut travailler d'où on veut. On a des locaux à Paris, à Barcelone et à Londres, mais on peut travailler de l'endroit où on veut. Donc moi je travaille depuis Bordeaux, mais l'équipe design, c'est tous les petits points. Donc on a des personnes à Londres, on a des personnes à Barcelone, à Berlin ou Munich, et un peu partout en France également. Donc ça rajoute quelques difficultés aussi quand vous devez gérer une équipe de cohésion tout simplement. Le petit disclaimer, j'ai les images aussi qui sont pétées. Donc il y avait des gifs qui étaient marrants sur chaque slide. Essayez d'imaginer du coup. Donc le disclaimer, c'est juste qu'il n'y a pas de recette miracle en fait. Donc je vais vous donner quelques tips. Ce qu'on a fait chez PayFit, ça fonctionne en grande partie dans notre cadre, mais votre équipe elle a plein de particularités, le nombre de personnes, là où vous êtes, les spécialités de chaque personne et aussi la manière dont les personnes se comportent, s'engagent aussi dans l'équipe. Première chose qu'on a fait, nous, le DesignOps existe chez PayFit depuis 3 ans à peu près. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans, donc il y avait déjà des choses qui avaient été mises en place. Mais quand on a commencé à le mettre en place, il y avait déjà une certaine culture design chez PayFit. On a une personne qui était VP Design, donc qui était dans le leadership, donc qui était déjà assez convaincu que le design était important dans la construction du produit. Donc ça nous a pas mal aidé à construire du DesignOps par la suite. On a défini, nous, j'ai des gifs. On a défini un certain nombre de périmètres d'action. Je vais vous montrer un petit peu plus dans le détail derrière. Mais on a essayé d'identifier ce qui était absolument important pour nous quand on allait faire des actions DesignOps pour faire en sorte que ça soit une réussite et que l'impact soit réel. On essaye de faire en sorte que quand on met une action en place DesignOps, on essaye de faire en sorte que l'impact qu'on va avoir à la fin soit déjà identifié avant de commencer. On essaye de faire en sorte de pouvoir le mesurer. Donc je vous montrerai également après de quelle manière on le fait. Et quelque chose qui est aussi très important, c'est de faire en sorte que le leadership soit impliqué ou au moins convaincu que ce qu'on fait est important et a de l'impact pour ce qu'on commence à construire, que ce soit pour le produit ou pour l'équipe. On a créé ce qu'on a appelé, nous, un menu DesignOps. Vous l'appelez comme vous voulez, mais en gros, on a essayé de faire un peu notre liste de les sujets sur lesquels on interviendrait pour l'équipe design. Ça permet de savoir pour l'équipe quels sont nos champs d'action et pour nous aussi de ne pas partir dans tous les sens et de faire des choses qu'on n'a pas particulièrement envie de faire. Nos 4 grands piliers, c'est Foster Design Community and Culture. Donc on intervient évidemment sur la culture du design et de quelle manière l'équipe vit entre eux, de manière communautaire, je dirais. On organise tout ce qui est développement du designer, de faire en sorte qu'il se développe, qu'il progresse dans l'entreprise et qu'ils apprennent les uns des autres ou via d'autres médiums, que ce soit en interne ou en externe.
On apporte tout ce qui est expertise, on organise des workshops, on organise un certain nombre de choses en interne, et on met en place tout ce qui est méthodo et outillage. Donc tous les outils du designer, c'est de notre côté que c'est géré. Et on va mettre en place aussi tout ce qui est process et monitoring. Alors, je vais boire de temps en temps. Hop. C'est de l'eau. Ce qui a donné ce qu'on a là, enfin ça se traduit par ce qu'on a ici, c'est un petit peu toutes les actions qu'on peut faire au quotidien. Donc on va communiquer énormément, tout ce qui est outillage, les process, la standardisation, le recrutement. On ne recrute pas énormément en ce moment, mais en tout cas on a mis en place un certain nombre de choses pour le recrutement. Tout ce qui est culture, l'onboarding et l'offboarding, donc de quelle manière on accueille les nouveaux designers, mais aussi de quelle manière ils partent, c'est-à-dire de gérer tout ce qui est outillage, héritage de leur départ, et de faire en sorte qu'ils partent aussi dans des bonnes conditions. Learning plan, j'en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est documentation, apporter de la clarité là où il y a de l'ambiguïté, c'est aussi notre rôle. Et ce qui est très important, c'est ce qui remonte un peu de nos sondages qu'on en fait auprès de l'équipe, c'est qu'on est la glue, on fait en sorte que l'équipe travaille bien ensemble et on fait en sorte en tout cas de construire cette communauté de designers au sein de PayFit. De quelle manière on construit ça au quotidien? Est-ce que vous travaillez avec des OKR? Oui. Oui, il y a quelques signes de tête. Les OKR, donc c'est Objective and Key Result. Le but, c'est de faire en sorte de se donner des objectifs sur des semestres ou sur une année et de faire en sorte de les remplir en ayant des KPI ou des Key Results, de faire en sorte de pouvoir le mesurer et de se rendre compte à la fin du semestre si on a réussi ces objectifs. Ces objectifs qu'on met en place, ils dépendent, enfin c'est en cascade, ils dépendent des objectifs qui sont mis pour la compagnie, ensuite pour le département Product and Tech duquel on dépend, du Design Chapter, notre équipe Design Ops, et nos objectifs individuels dépendent aussi de ça. Notre travail aussi derrière, et vous inquiétez pas, je rentrerai un peu plus dans le détail après, une fois qu'on a défini nos OKR, on définit pour l'équipe aussi des initiatives qui sont toutes les actions Design Ops qu'on va faire dans l'année ou dans le semestre, et pour lesquelles on va essayer en tout cas de les prioriser. On a une formule magique qui s'appelle ICE, qui nous permet de prendre en compte l'impact, la confiance de cette initiative, à quel point on est confiant qu'elle se réalise, et l'effort que ça va avoir. Donc ça, on utilise un t-shirt size, donc plus la taille est grande, plus ça va demander de l'effort pour l'équipe. Et ça nous donne un score qui nous permet, avec le leadership, de prioriser nos actions les plus importantes. Ce qui ne nous empêche pas de quand même faire ce qu'on appelle des quick wins. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais nous on appelle ça des chocobons. Parce que c'est facile à manger, plus on en mange, plus on est content. Et en l'occurrence, les quick wins, c'est ça pour nous aussi. On essaye de se garder des actions qu'on sait réalisables rapidement et qui ont beaucoup d'impact. Ça, il me semble que j'ai des exemples derrière, mais en gros, c'est de faire en sorte que aussi côté équipe Design Ops, on n'est pas que des projets à long terme, trucs qui finissent jamais, je suis sûr que vous en avez tous déjà eu, mais on essaie aussi d'avoir des actions qui ont beaucoup de satisfaction pour nous, mais aussi pour l'équipe. On se garde 15 à 20% de marge pour faire quoi? Pour faire tout ce qu'on fait au quotidien. Notre business as usual, ce qu'on fait au quotidien. Donc, on maintient et on facilite les rituels. On essaye de plus en plus de les déléguer aussi à d'autres managers ou à des designers pour faire en sorte que ce ne soit pas que de notre côté. On s'occupe, comme j'ai dit tout à l'heure, de tout ce qui est présentation, onboarding, etc. à l'ensemble des équipes. La maintenance des outils, ça prend énormément de temps. Je pense que là aussi, vous le savez si vous êtes designer. Merci Figma pour la sortie du DevMod qui nous prend énormément de temps rien qu'à recevoir des requests des développeurs. S'il y a quelqu'un de Figma, merci. La base de connaissances, tout ce qui est documentation, etc., c'est à nous de le gérer. Learning and Development, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on va gérer toutes les gestions des formations qui sont en interne ou en externe. Et Hotline, parce qu'on est aussi un peu l'oreille attentive des designers. Nous, on dit on est des thérapeutes parce qu'ils viennent nous voir aussi pour parler de leurs petits bobos, pour parler de ce qui ne fonctionne pas, etc.
Donc la plupart du temps, on le garde pour nous, mais c'est aussi des échanges qu'on peut avoir avec les managers. Et ensuite, je passe très rapidement sur ça, on traque de manière très classique tous nos projets et on les mesure. Le DesignOps, si vous voulez le mettre en place dans votre boîte, on utilise souvent l'analogie ou la métaphore du marathon, ce n'est pas un sprint, dans le sens où il y a beaucoup d'actions qui vont prendre énormément de temps. Ça prend beaucoup de temps justement à tout ce qui est adoption, etc. Et c'est pour ça que j'ai rayé adoption, parce que nous, on parle de plus d'accompagnement au changement. On sait qu'à partir du moment où on va mettre en place des initiatives, là encore, je donnerai des exemples après, mais quand on met en place ces initiatives, on sait que c'est toujours compliqué de faire en sorte que l'équipe s'engage, qu'elle adopte ce qu'on a mis en place. Donc c'est toujours, il faut avoir un peu de recul et faire en sorte que de répéter 50 fois, on onboard 50 fois, on re-onboard, on prend les feedbacks, on prend les retours des designers et on fait en sorte d'itérer, comme tout bon designer, on va faire en sorte d'améliorer les process ou les méthodes ou les outils qu'on a mis en place et on re-onboard. Donc c'est une boucle infinie, mais du coup, il n'y a jamais réellement une adoption très claire, il n'y a jamais une standing ovation quand on a mis quelque chose en place, assez rarement du moins, mais on est toujours sur l'accompagnement continu. Il faut savoir être flexible, mais prévisible, dans le sens où tout ce qu'on met en place, justement, quand on prend des retours, on doit être en mesure de savoir que tout ce qu'on avait pensé, on a beau avoir pris un certain nombre de retours, comme vous, quand vous faites du design, vous allez mettre un produit en ligne, vous vous rendez compte après coup que toutes les bonnes idées que vous aviez avant, finalement, à partir du moment où vous le mettez devant un utilisateur, il y a un nouvel impact. Il y a des choses que vous n'aviez pas anticipées. Nous, c'est pareil. Quand on met nos utilisateurs, c'est les designers en interne. Et du coup, il faut savoir être flexible, mais prévisible. Prévisible dans le sens où il faut quand même qu'il y ait une certaine structure. On a mis en place des rituels, on a mis en place un certain nombre de choses qui permet aux designers de s'y retrouver, de savoir qu'il y a toujours des rituels à la même place, que des méthodes, des process ont été mis en place. Ça leur permet quand même d'avoir une certaine structure et que ce ne soit pas freestyle tout le temps. Communication et collaboration, c'est un grand point pour nous. C'est la base de notre métier en tant que designer probablement, mais en tant que DesignOps, on est obligé de communiquer énormément, donc justement pour cette adoption, ce changement, et aussi de collaborer énormément. On travaille main dans la main avec les designers, avec les utilisateurs qu'on sert, pour faire en sorte que ça corresponde le mieux à leurs besoins. Je vous donne un exemple de ce qu'on a mis en place. On avait, quand je suis arrivé, on avait tout un tas de rituels qui étaient plus ou moins bien organisés, plus ou moins adoptés, des rituels où il n'y avait plus personne qui venait au fur et à mesure. Donc on a tout revu pour faire en sorte qu'il y ait plus d'engagement et qu'il y ait plus cette envie, en tout cas, d'échanger entre les designers. Je vais vous les détailler, mais on a le lundi le Design Boost, qui est une sorte de newsletter. Le Show and Tell, c'est notre grande messe toutes les 2 semaines où on donne les grandes directions de l'équipe design. Design critique, vous devez probablement savoir ce que c'est. Et Kiss School, je vous laisse la surprise. On fait des off-site et intersections. Si vous n'avez pas vu mon message sur LinkedIn, je vous en parlais tout à l'heure. On échange avec d'autres équipes design et on est très ouvert si vous voulez venir nous voir. Le Design Boost, c'est asynchrone et les design critiques sont optionnels. Le Design Show and Tell, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on l'a mis en place. On avait, je ne sais plus comment on l'appelait, Design Weekly. C'était un peu la foire, il n'y avait pas trop de sujets, ça partait un peu dans tous les sens. De manière assez classique, on le fait toutes les 2 semaines. Il y a 3 sujets qui sont donnés en amont. On communique sur ce qui va être donné. Donc déjà, ça donne envie de venir parce qu'on sait de quoi on va parler. Il n'y a que ces 3 sujets, mais généralement, il peut y avoir aussi une communication VP ou DesignOps. Et chaque designer peut s'inscrire directement dans l'agenda pour faire en sorte de participer à ce Design Show and Tell. On a une communication sur Slack, on travaille nous sur Slack toutes nos communications, on n'a pas de mail. Et donc on annonce en amont quel va être le programme et ensuite, une fois que le Show and Tell a été fait, on redonne tous les échanges, tous les documents, tous les liens utiles, etc. On a instauré, on utilise énormément Figja, mais ça marcherait tout autant avec Miro ou un autre outil de whiteboard. Mais c'est vraiment quelque chose qui est au centre de nos échanges aujourd'hui, puisqu'on est tous quasiment en remote, en
télétravail. Et on utilise du coup des templates qu'on a créés. Donc, c'est plus obligatoirement les DesignOps qui organisent ça, mais toutes les semaines, ça change assez régulièrement, mais il y a quand même un template qui est repris. Une phase d'icebreaker pour lancer un petit peu les choses, l'agenda qui est donné et beaucoup d'interactions via le FigJam. Et là aussi, je détaillerai un petit peu après. On a ce qu'on appelle la Key School Sessions, et ça, c'est une grosse réussite pour le coup dans l'équipe. C'est assez classique, mais on l'a un peu structuré pour faire en sorte que là aussi, on ait de l'engagement. Tous les vendredis, donc ce n'est pas uniquement une fun session, c'est un moyen de partager et d'apprendre aussi. Toutes les semaines, toutes les 2 semaines, pardon, ça dure 1 heure. Et on a un programme aussi qui est annoncé longtemps à l'avance. On sait que dans 2 semaines, on aura un designer de BetaGoof qui vient nous parler d'accessibilité. On a eu des personnes qui viennent d'agences, qui viennent d'autres sociétés, etc. Mais aussi en interne, on fait venir des personnes d'autres services qui vont nous donner des sujets d'expertise, un peu comme je suis en train de vous faire actuellement. Mais on fait aussi des sessions où ça sera du partage entre nous. Récemment, on a eu des sujets sur les variables Figma, sur Discovery Discipline, si vous n'en avez pas déjà parlé, How to Design for Autistic People, des entraînements de User Research. On a une équipe, mais les product designers pratiquent la User Research, donc on fait en sorte aussi qu'ils soient entraînés régulièrement. Et du coup, ces sessions, c'est toutes les 2 semaines, on a des special guests, on l'anime avec l'interaction du FigJam, et pour le coup, les gens reviennent, alors qu'ils ne venaient plus quand on n'avait plus grand-chose à leur proposer. De manière assez classique. Toutes les semaines aussi, le lundi, on envoie une newsletter sur Slack qui donne les événements à venir, les informations importantes. On est sur Slack et toute la boîte est sur Slack. Donc je vous laisse imaginer le nombre de channels qu'il y a sur Slack. Je ne suis pas sur tous, mais moi j'en ai bien une 60aine, voire 70. Impossible de suivre, donc nous on fait un peu ce travail d'agrégation pour que les infos ne soient pas ratées. Et voilà, et ça anime aussi un peu. On leur demande dans le message de mettre une photo de leur week-end, etc. Donc c'est un peu aussi le côté fun et de partage, vu qu'on ne se voit pas souvent. Là, je vous mets mes photos de vacances. C'est ce qu'on organise tous les 6 mois, un off-site à différents endroits. Le but étant aussi de faire en sorte qu'on se voit de temps en temps, sinon on n'arrive pas à se rencontrer. Donc on organise des secrets de Santa, on organise un certain nombre de choses. L'été dernier, on avait loué une maison où on s'est tous réunis. Et nous, côté DesignOps, on avait proposé une sorte d'escape room pour essayer de deviner où se trouvait l'endroit. Voilà, on n'est pas des géos, parce qu'on nous dit souvent qu'on est les géos, c'est au Club Med, les gentils organisateurs. Ce n'est pas notre rôle, mais parfois on prend un peu ce rôle aussi pour animer l'équipe. Mais le but, encore une fois, et de plus en plus, c'est de déléguer et de faire en sorte que les designers et les managers prennent en charge aussi ce genre de choses. Les off-sites aussi, pour nous, c'est l'occasion évidemment de se réunir, mais aussi de faire des workshops dans des endroits qui sont un peu différents. Et voilà. Dans les derniers rituels qu'on organise, ça va peut-être un peu plus vous parler on avait ce qu'on appelait Design Weekly, donc qui était le rituel qu'on avait tous les mercredis, où on pouvait faire des design critiques ou des design reviews. Donc on avait une personne qui venait annoncer j'ai besoin d'un feedback, et on avait 35 personnes en face qui étaient prêtes à lui donner des feedbacks. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça donnait. Généralement, il y avait un, voire plusieurs managers. Donc, je ne sais pas comment vous êtes à l'aise, mais ça peut être assez déroutant. Et parfois, il y avait aussi un grand manager. Donc, un VP, voire un CPO, je ne sais quoi. Et du coup, il y a un peu l'effet d'accepter déjà que le retour que va vous dire le VP ou le CPO. En tout cas, ça posait beaucoup de problèmes, ne serait-ce qu'en vélocité dans l'équipe et faire en sorte de prendre correctement le retour aussi pour les équipes. Et d'envie aussi de venir sur scène pour avoir ces retours-là. On a mis en place
quelque chose aussi d'assez classique. Quand on est 35, il faut qu'on réussisse à s'organiser aussi. C'est assez compliqué d'avoir cette visibilité, mais on a découpé les équipes par scope. Il y a déjà ce qu'on appelle des tribes. Nous, on a des tribes et des squads. Donc, les tribes, c'est les grosses verticales et qui sont découpées par squad. Nous, Product and Tech, chez PayFit, c'est 200 personnes. Donc, il y a quand même pas mal de monde. Et du coup, côté design, on a découpé par scope. Ils se réunissent une fois par semaine, voire toutes les 2 semaines en fonction des équipes. On a limité le nombre de personnes et on a intégré ce qu'on appelle les product builders, qui sont des personnes qui sont des profils hybrides, qui font à la fois de l'engineering, du design, product management, voire de l'entrepreneuriat, et qui sont intégrés aux équipes et qui, vu qu'ils font du design, ils ont besoin aussi d'avoir du feedback sur ce qu'ils produisent en termes de design. Parfois, il y a quand même un petit manager qui vient se mettre dans l'équipe. Ce qui n'est pas gênant à partir du moment où on a mis en place des sortes de guidelines pour les design critiques. On a fait du coaching aussi, on a fait venir des personnes pour essayer de faire en sorte de savoir recevoir le feedback, mais aussi savoir le donner. C'est très compliqué et pour n'importe quel profil, que ce soit des juniors, des seniors ou des managers, c'est quelque chose qu'on a essayé d'apprendre. Ce qu'il y a derrière, c'est sur Slack. On a mis aussi, on fait très attention aussi aux profils dits introvertis, où c'est compliqué de se mettre en avant, de recevoir le feedback, etc. Il n'y a pas que pour ces profils-là, mais ça leur sert énormément. On a mis en place un bot sur Slack qui permet d'avoir des feedbacks en asynchrone. Donc, ils font leurs demandes, ils ont des questions à répondre. Et chacun peut aller faire des feedbacks directement, indiquer qu'il a donné le feedback. Nous, on reçoit des metrics. Du coup, vu qu'on aime bien les chiffres, on est content. On a mis en place aussi sur Figma des plugins pour aider notamment à faire des demandes de feedback directement. Peut-être qu'on les mettra en vente bientôt. Dernière partie. Ce qui est important dans tout ce qu'on met en place systématiquement, ce que je vous ai dit au début, c'est d'être conscient de ce qu'on va avoir comme impact. Et du coup, le but, c'est de réussir à le montrer, donc montrer qu'on a eu de l'impact dans les initiatives qu'on a mis en place et de le montrer au leadership pour faire en sorte qu'on continue nos actions, de mesurer et de grandir à l'échelle. On a mis pas mal de choses en place. Tout n'est pas à 100% efficace, je ne vais pas vous mentir, mais il y a des choses qui fonctionnent quand même plutôt pas mal. Quand on met des nouvelles initiatives, quand on est sur des phases dites de bêta, typiquement ce qu'on disait tout à l'heure sur les design reviews, etc., on a des bots qui envoient des formulaires automatiques individuels sur chaque personne. Il y a 2-3 questions, juste ne serait-ce qu'avoir un feedback rapide, c'est simple à répondre, et généralement c'est sur ce genre de workflow sur Slack qu'on arrive à avoir quelques réponses, c'est très rapide à répondre pour les designers. On met en place ce genre de choses aussi, je ne sais pas si vous le faites, mais c'est le sondage qu'on envoie tous les 2-3 mois aux designers. Ça, généralement, c'est un gros fail, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réponses, on a beau relancer, etc. Là, je ne sais pas si c'est spécifique au fait qu'on soit en remote, mais voilà, on a très très peu de réponses avec je dirais de qualité. Typiquement, là, sur 35, la dernière fois, on a eu 13. Ce n'est pas suffisant pour nous, parce que c'est là, généralement, on va prendre du feedback qui est le plus intéressant. Donc, sur les 13, il y en a des retours qui sont intéressants, mais ce n'est pas suffisant. Donc, du coup, on essaye de trouver des subterfuges. Quand on anime des rituels, on leur met un gros FigJam. On leur dit, les 5 dernières minutes, vous allez nous envoyer ce que sont vos challenge requests. C'est en anonyme, donc ça leur évite aussi d'être pointés. Ils peuvent voter aussi sur celles qui ont été proposées. Et ça permet d'avoir énormément de retours, généralement sur des choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous, on peut remplir. Mais ça donne une tendance qui est intéressante aussi pour les managers, typiquement. Donc on s'en sert aussi de temps en temps sur ce genre de choses. Tout le rituel qu'on met en place, on essaye d'avoir toujours un peu de retour. On a mis en place sur nos rituels aussi, tous, on a ce bloc à la fin qui est un rôti. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une note de 1 à 5 pour dire 1, se
ce meeting ne m'intéressait pas du tout, ce que vous pourrez me dire à la fin de ça. J'ai perdu du temps, et 5, c'était super. Le seul truc qu'on a fait, nous, c'est qu'on l'a automatisé, parce qu'on est des feignants. Donc à chaque fois que quelqu'un va voter avec son badge dessus, ça nous envoie sur Amplitude, et on a du coup des super graphes pour voir à quel point on est bon ou pas sur le semestre. Ce n'est pas uniquement un indicateur designer, pour le coup, c'est aussi pour voir le nombre de personnes qui viennent, ceux qui ne viennent pas, etc. Pas spécialement aussi pour les relancer directement, mais juste pour se rendre compte qu'il y a des rituels qui marchent moins bien et que du coup, il faut les revoir parce qu'il y a moins d'engagement. Amplitude, c'est pour de l'analytics, hein. Je ne sais pas si vous connaissez. On suit aussi les rapports d'activité sur Zoom, juste pour voir aussi remonter en tout cas le nombre de personnes, le temps que ça a duré, etc. C'est toujours intéressant de voir que nos meetings, il y a du churn, il y a des gens qui partent au plein milieu. Donc là, pour l'instant, personne n'est parti. Donc, a priori, c'est que vous n'osez pas partir. Mais ça nous permet d'avoir quand même une indication sur la qualité du meeting et de voir toujours dans cette amélioration continue si on a besoin de les améliorer. Et du coup, on a des dashboards aussi, notamment pour les designs critiques. Là, c'est un autre dashboard, mais ça nous permet, il a changé d'ailleurs, c'est plus le même, mais en gros, toutes les designs critiques qui sont faites, on est en mesure de savoir sur quel sujet ça a été fait, quel tribe ou squad avait sollicité cette demande, quelles personnes les sollicitent. Ça nous permet aussi de pointer du doigt les squads qui ne le font pas suffisamment, parce que pour nous, c'est très très important que les squads challenge ce qu'ils designent et que ce ne soit pas uniquement au sein de leur squad qu'ils s'auto-challenge, parce que c'est toujours valorisant d'avoir des super retours. Au final, il faut quand même que ce soit challengé par les autres équipes. Donc ça nous permet de le mesurer. Au niveau compagnie, attendez, c'est le moment où je bois. Au niveau compagnie, tous les 6 mois, on a ce qu'on appelle un fulfillment survey, donc un sondage d'épanouissement. Qui nous sert aussi également. Il y a plein de trucs qui sont très très liés à l'entreprise, mais on a des verbatim qui nous permettent de les ressortir et d'avoir aussi des choses très très intéressantes au niveau de l'équipe sur ce qu'on appelle le NPS, donc le Employee NPS, Net Promoter Score. Ça vous parle le NPS ? Non. Ça permet le NPS, vous l'avez sur des produits pour savoir si votre produit plaît ou non. C'est des surveys qu'ils font très régulièrement sur des sondages, pardon, désolé pour le franglais, des sondages qu'ils font sur les produits. Nous, on le fait au niveau compagnie pour les employés et pour voir tout simplement s'ils sont toujours dans une bonne dynamique, s'ils sont bien ou pas, et pouvoir aussi trouver des solutions si ça ne va pas. Maxime va parler un peu de design system après. Nous aussi, on a un design system, on est en train de le refondre en grande partie. Et on a adopté ce qui a été fait par je perds le nom. Je ne sais plus, je vous le retrouverai tout à l'heure. Une entreprise, en tout cas américaine, qui a fait un super framework qui nous permet de mesurer l'adoption de tous les composants du design system. Et en l'occurrence, on l'a repris, on l'a forqué, on l'a amélioré pour que ça corresponde à nos besoins et ça nous permet de voir si les composants sont bien adoptés par l'équipe et bien utilisés également. J'arrive pas à retrouver le nom, ça va revenir. Design KPI, on utilise beaucoup Amplitude aussi et Looker en l'occurrence pour tout ce qui est KPI de l'entreprise et d'avoir des suivis d'analytics et d'utilisation de data par les équipes, par les designers. Ce genre de choses, c'est de faire en sorte que le design soit drivé par la data. Et en l'occurrence, on utilise ce genre de choses très régulièrement avec du partage de data, etc. Ce n'est pas uniquement un but de mesure de data pour les design ops, mais également pour l'ensemble de l'équipe. On a mis en place ce qu'on appelle un Design Definition of Done, toujours dans la mesure. Ça nous permet de se rendre compte de la qualité du design. En gros, c'est une checklist que les designers ont à suivre à chaque fois qu'ils lancent un projet de design dans l'entreprise. Ce n'est pas pour les suivre ou les monitorer obligatoirement, c'est pour aussi avoir des bonnes pratiques, savoir quelles étapes ils peuvent mettre, et ça renseigne aussi un certain nombre de choses. Les datas qu'ils vont utiliser, on va pouvoir les récupérer. Ça permet de documenter tous les projets également.
Et pour nous, on a mis en place tout un système de feedback, de boîte à idées pour l'améliorer au fur et à mesure. On n'a pas trouvé notre Graal encore, parce que je vais vous montrer plein de choses de dashboard, etc. Mais on n'a pas quelque chose qui les réunit tout. On aimerait bien avoir ça. Pour l'instant, on ne l'a pas, donc on est obligé d'aller un peu de partout. Donc ça, c'est encore notre Graal qu'on essaye de construire aujourd'hui. Pour l'instant, c'est compliqué de voir toutes ces datas, de suivre ces datas systématiquement, et surtout de les communiquer au leadership. On ne peut pas envoyer des liens dans tous les sens. Il en faut quelque chose un résumé, et on aimerait bien avoir ça, et on est en train de le construire actuellement. C'est mes derniers slides, ne vous inquiétez pas. Takeaways. Donc, je vous ai préparé juste ce qu'il faut retenir en gros, parce que je dis beaucoup de choses. Le design ops, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans son coin, que vous soyez design manager ou head of design, design ops, peu importe, ou product designer dans une équipe où vous voulez instaurer ça. Vous ne pouvez pas le faire dans votre coin, vous êtes obligé de co-construire systématiquement. C'est ce qu'on fait nous en tant que design ops. Il y a beaucoup de choses qu'on va diriger, mais on est en train de construire des guildes notamment sur des sujets de communauté ou autres, où le but c'est justement d'instaurer un certain nombre de rituels avec eux et de faire en sorte qu'ils construisent, qu'ils nous donnent du feedback et qu'on construise avec eux. Anticiper et communiquer, plus on communique et plus on anticipe, plus on a d'engagement. Les designers ou même de n'importe quel public, si vous les mettez sur le fait accompli, surtout sur des meetings en ligne, on a assez peu de personnes qui vont venir, donc on communique beaucoup, on anticipe et on fait en sorte d'être très très communicant sur tout ce qu'on fait. On implique les équipes, pas uniquement sur la co-construction, mais aussi sur c'est pas une histoire de désengagement, mais vraiment de collaboration, de co-ownership. Sur nos initiatives actuellement, on essaye de faire en sorte que les managers soient impliqués et nous aident à construire ce qu'on fait. En termes d'adoption, c'est généralement plus efficace, mais aussi que les designers, les individual contributors puissent aussi s'engager dans les sujets sur lesquels ils ont envie de s'engager, que ce soit sur le design system, que ce soit sur la communauté ou autre. Et plus ils s'impliquent, et mieux c'est pour nous aussi. Beaucoup d'interactions, j'en ai parlé tout à l'heure. Et on expérimente aussi, on teste, c'est pas grave si on se plante très très souvent. Mais le but, c'est de faire en sorte de trouver des nouvelles idées et que ce soit sur l'outillage. Aujourd'hui, on fait, comme beaucoup de monde, on est en train d'expérimenter sur l'AI, donc sur l'intelligence artificielle, que ce soit sur l'outillage en interne pour améliorer la production, côté brand, côté product et côté content design, mais aussi sur de nouveaux outils, sur Figma, etc. Dernière chose, échanger avec vos pairs. Donc ça, c'est ce que vous êtes probablement en train de faire et que vous ferez à l'apéro tout à l'heure. En tant que design ops, nous, de notre côté, on échange énormément. On fait beaucoup d'e-coffee ou des cafés virtuels ou pas avec d'autres design ops. Si vous êtes intéressé par le design ops, il y a un Slack qui s'appelle Design Ops Assembly, qui est un Slack américain, mais il y a beaucoup Pinterest, le nom que je cherchais tout à l'heure. C'est Pinterest. Donc il y a la Head of Design Ops de Pinterest qui a créé Design Ops Assembly et qui du coup réunit peut-être 3000 ou 4000 Design Ops. Ils ont des antennes aussi dans différents pays. Et quand nous, on a une problématique, on va souvent poser des questions sur ce Slack, parce qu'il y a vraiment des experts et il y a beaucoup de réponses. On fait des sessions, là, celle qui est en haut, intersection, on fait des sessions d'échange entre expertise, entre équipe design. Donc là, on l'a fait récemment avec Asobo, qui est un studio de jeux vidéo à Bordeaux qui a fait Flight Simulator. On l'a fait avec Miracle, on l'a fait à Renault Digital, etc. Ça permet aux équipes d'échanger énormément. Mais on le fait aussi entre expertise. On le fait dans 2 semaines avec une équipe user research d'une boîte espagnole. Voilà, on échange énormément entre design ops, mais aussi entre designers, et c'est génial. Et je crois que j'ai fini. Voilà, merci. On va pouvoir prendre quelques questions. Je vais faire passer le micro pour qu'on puisse l'entendre et l'entendre à la caméra également. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On va là-bas. Avec
avec quel outil tu mesures ton engagement sur le design system, enfin, les composants, comment ils réagissent, etc. Alors, j'ai plus de son. Allô? Allô? Ouais. Donc, si tu as retenu le nom que je cherchais tout à l'heure, Pinterest. Pinterest, je pourrais le repartager. Ils ont partagé justement, ils ont fait un article sur un outil qu'ils ont mis en place chez eux. Je ne sais plus où tu es. Voilà. Ils ont mis en place un outil justement de mesure de l'adoption. Donc, c'est du code. Je ne suis pas développeur, donc je ne serai pas en mesure de t'expliquer dans le détail. Mais on a fait aussi un article que je pourrais repartager, où Romain, qui était dans l'équipe l'année dernière, a mis en place et a modifié cet outil-là pour mesurer de quelle manière. Donc ça fonctionne avec Figma, évidemment. Et du coup, ça permet de savoir de quelle manière les composants sont attachés, détachés, de quelle manière ils sont utilisés et bien utilisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas modifiés systématiquement, et ça nous donne plein de graphiques. Et je ne sais pas si ça répond à ta question, en tout cas, il y a 2 articles, un pour Pinterest et un de côté PFIT. PFIT, c'est sur le backstage.pfit.com, et c'est l'un des derniers ou avant-derniers articles par Romain Pechana. Voilà. Donc, du coup, tu parles de plugins, d'outils et tout ça, donc je suppose que tu as quand même des ressources dev, je ne les ai pas vues dans ton équipe. Donc comment tu fais pour t'assurer d'avoir ces ressources-là et d'en tirer bénéfice pour ton activité? Donc j'avais Romain jusqu'à janvier, qui était une personne qui était à l'éthique et qui avait des compétences en développement. Pendant 1 an, il nous a fait énormément de choses, des plugins, etc. Il nous a fait une super passation à la fin. Honnêtement, je ne suis pas sûr de pouvoir réaliser grand-chose, mais on demande de l'aide. Et typiquement, on va rechercher un profil de ce type-là. Pour une équipe design-up, c'est super utile. Amine et moi, on n'a pas ces compétences-là aujourd'hui. On a tous les deux des profils design et on le voit que ce soit Romain ou un profil en tout cas qui avait des compétences en développement, que ce soit pour le design system, mais aussi les plugins qu'il a mis en place, la cohérence aussi de l'échange qu'on peut avoir avec l'équipe design system. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'on a une équipe design system dédiée, mais qui n'est pas dépendante du design ops. Donc on les aide, on va faire des outils comme on vient de faire, mais ils ont leur propre gouvernance et du coup notre apport est assez minime sur ces sujets-là aujourd'hui. Écoute, merci pour la présentation. J'avais une question dans ce rôle qui est très transverse, qui est celui de DevOps. Quelles sont vos satisfactions dans ce rôle au quotidien? Là, je crois qu'on est tous, en tout cas, on a des profils, que ce soit Amine ou moi, ou même ceux que je rencontre à chaque fois, on a très très envie, cet aspect très communautaire. Moi, je participais à Flupa, etc. Donc j'aime beaucoup faire en sorte qu'une équipe soit satisfaite, travaille bien, soit heureuse, etc. Donc c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des trucs design off-site, etc., qui sont des trucs un peu plus fun ou autres. C'est des trucs qu'on aime bien faire aussi, parce qu'on aime ça, en fait, animer ou autre. On n'est pas des géos, comme je disais tout à l'heure, mais au final, c'est quelque chose qui nous convient bien. Moi, j'étais manager avant, j'ai fait du design, donc je sais faire du design aussi. Mais cette place-là me convient et est satisfaisante par rapport à ta question, parce qu'on sert nos utilisateurs, c'est les designers, même si l'utilisateur final, on fait en sorte que l'équipe soit plus efficace, etc. Donc il y a des insatisfactions qu'on voit que, typiquement, qu'on sort quelque chose et qu'il y a peu d'engagement ou autre. Mais comme quand vous sortez, vous en tant que designer, un nouveau produit qui ne marche pas comme vous voulez, vous savez qu'il va falloir reprendre, réitérer, etc. On fait la même chose. Et cette satisfaction, quand vous sortez un produit qui fonctionne, on a la même à une autre échelle, en tout cas avec des designers, quand on fait un nouveau rituel, où on voit que tout le monde est super content, a appris des choses, on met des indicateurs derrière, on voit qu'ils sont contents, moi je suis satisfait. Si ça répond à ta question. Je...
du coup, petite question, parce qu'on est en pleine réorganisation de notre côté. On a, on va dire, une équipe Design Ops, Research Ops, Design System et même Design Governance. Bref, ça fait pas mal de silos, on va dire. Moi, ma question concrètement, parce que je bosse sur Research Ops, c'est comment là, dans votre équipe, je n'ai pas trop vu, entendu, le côté research, l'opération voilà, la research, comment ça se passe? Oui, c'est une bonne question. Alors, Vanessa, que je n'ai pas évoqué, on a une personne dans l'équipe qui s'appelle Vanessa et qui est Research Ops, qui a rejoint mon équipe il y a très très peu de temps, donc je ne l'ai pas évoqué. Pour le coup, on a une équipe Research qui aujourd'hui opère plus en mode consultant, donc ils ne sont pas inclus dans toutes les équipes. Ils vont être sur de l'expertise quand il y a besoin vraiment de gros sujets, etc. Ils vont mettre en place les méthodos, ils vont accompagner les équipes. Là, typiquement, ils ont refait tous les personas récemment et ils vont les aider à les adopter, etc. C'est leur rôle aujourd'hui. Tous les product designers, voire product managers, sont formés, doivent être responsables de tout ce qui est discovery, research, etc. dans l'équipe. Mais ils sont accompagnés quand il y a besoin sur les protocoles, etc. par les équipes research. La Research Ops, elle, son rôle aujourd'hui, donc on a une personne, elle va s'occuper de ce qu'on appelle le PFIT Lab, qui est notre moyen de communiquer facilement avec des utilisateurs. Donc c'est une base de données d'utilisateurs qu'elle gère. C'est notre recruteur d'utilisateurs en interne, si vous voulez. C'est assez automatisé encore, on utilise plein de bots dans tous les sens, c'est des bases de données. Et elle s'occupe de tout ce qui est outillage, Dovetail, etc., sur la gestion de la connaissance client. Voilà. Je sais pas, ça répond à ta question ?